These testimonies are stronger than statistics. And at the Common Front, we decided last spring to interview a series of people who were on social assistance. And I thought I'd summarize 3 cases, and the whole report is on the table in front here, and you're welcome to take a copy. So I want to speak about Alice, Robert, and Thérèse. Alice a fini sa 10e année d'école. Elle a travaillé comme gardienne d'enfants à domicile pendant plusieurs années, puis dans une garderie gérée par support aux parents uniques. Au début de la quarantaine, elle a été prise avec un trouble d'anxiété généralisée, mais elle a courageusement occupé 3 emplois. Elle ne voulait pas être sur l'aide sociale. Alors, elle s'est essayée comme caissière. Mais elle a été forcée de quitter ce travail à cause d'anxiété. Elle a été diagnostiquée de troubles bipolaires. Alice doit s'organiser pour vivre avec 763 $ par mois. Une fois qu'elle a payé ses dépenses, il lui reste 60 $ par mois pour se nourrir. Elle prend son courage et va à la banque alimentaire pour demander de la nourriture. Alice est proche de sa mère. Elle aimerait la visiter à 25 km de chez elle, mais elle n'a pas l'argent pour le faire. Robert had to resort to social assistance following an accident which injured his back. He only gets $537 per month, so he cannot afford an apartment and he lives in a rooming house. He's resourceful, so to save, he cooks his food on a hot plate in his room and has a toaster. Robert only has $160 per month to eat, get around, buy personal items, etc. Occasionally, church groups give him food, but this hurts his pride. What humiliates Robert the most is that he never has any pocket money. Being shy and never being able to pay to go out, he is always facing solitude. Thérèse, elle a fait des études collégiales, puis c'est une femme capable, elle a occupé un poste bien rémunéré en direction d'entreprise. Mais un jour, lors d'un accident d'auto, son cou et sa colonne vertébrale ont été endommagés. Forcée de cesser de travailler, elle a dû demander l'aide sociale. Elle reçoit 400 $ par mois et elle est réduite à vivre en chambre. À la suite d'avances sexuelles de son riche propriétaire, parce qu'elle est intègre, elle a refusé. Résultat, il l'a mise dehors. Elle s'est réfugiée à Carrefour pour femmes où elle cuisinait et aidait les enfants présents. Alors, on voit que les pauvres ont de beaux côtés. Let's look at the knowledge of people living in poverty. They know poverty inside out. They feel its pain and are very much hurt by prejudice. They're connected to true life, a fact that empowers them to mobilize people to help those in desperate situations. It's my really deep thought that they are the ones that can make changes, that can move things. When they speak, they are credible. Now, militant groups, and I think the Common Front for Social Justice is a good example, we also have knowledge because we provide useful facts to fight poverty. We produce a lot of studies, we print them, and so forth.
And we really proposed them asking for changes in legislative procedures. Okay. Now, militant groups like ours, we have a theoretical knowledge of poverty, which is indirect, but only partial. But that's useful. We have compassion, but we lack this lived experience. For example, we just produce data like a person living on the lowest rate of social assistance rate. Their gross income is $7,668, but the cost of an apartment is $656. So they spend 86% of their gross income for a room. Now, we social activists, we lack the lived experience, as I said, in poverty, and that limits our capacity to mobilize people. Now, on the other hand, there are groups that deal directly with people in need. So, on a des groupes caritatifs, puis je pense à plusieurs personnes ici de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va directement à domicile chez les gens, on les écoute, on est plein de compassion, puis on les aide financièrement dans la mesure de nos limites. Puis on les invite à s'unir, puis on les encadre pour une meilleure prise en main de leur vie. On essaie de leur montrer de l'espoir. Alors, c'est de la charité. Alors, la charité, c'est des services directs, soit en nourriture, en vêtements, en logement. Puis, ça répond à des besoins immédiats. Et c'est centré sur les effets des injustices. Les personnes qui sont pauvres, souvent, ont besoin de la charité parce qu'ils ont vécu des injustices. Tandis que la justice, elle est dirigée vers les causes des problèmes sociaux. Notre travail est beaucoup au plan politique, nous autres. Puis les actions qu'on fait, on essaie d'obtenir un changement collectif pour tout le monde. Dans nos demandes, on essaie de regarder à plus long terme. Maintenant, c'est parfois controversé. Puis j'ai un petit dessin ici, une plante. Les symptômes, c'est la pauvreté, c'est avoir faim, c'est avoir froid. Mais la cause de ça, au fond, c'est des injustices, une mauvaise répartition des revenus, un laisser-faire de sauvegarder les droits humains. J'ai un symbole ici pour faire saisir la justice et la charité. Et c'est des poupées russes. Dans le corps des poupées russes, il y a beaucoup de petites poupées. Puis celle-là, au fond, elle représente celle à qui on offre de l'aide individuelle, un à un. Mais la grosse poupée, elle est vraiment le symbole des personnes qui travaillent pour la justice sociale au niveau plus large. Et puis, si on peut avoir, par exemple, une amélioration substantielle des taux d'aide sociale, on va se trouver à donner un bon coup de main à toutes les autres petites poupées. Maintenant, il faut la charité et la justice. Charity and justice are both needed. To walk, one needs 2 feet. So both charity and justice are needed. So in conclusion, this International Day for the Elimination of Poverty, its primary objective is to bring to light the courage, the creativity, the sufferings of people living in poverty. And human rights of these people are often violated.
and charity and justice are complementary and both are needed.